On va parler de votre rapport, mesdames, rapport choc du Sénat sur l'industrie porno. D'abord, un mot avec vous, Steve, les grandes lignes. Oui, porno, l'enfer du décor, hein, vous l'avez dit, Oriane, c'est le titre de ce rapport très dense, un rapport inédit à plusieurs égards. C'est tout simplement la première fois dans l'histoire parlementaire qu'un rapport se penche sur les pratiques de l'industrie pornographique. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien, d'un business qui est décrit comme massif et mondialisé, un business qui génère plusieurs milliards d'euros au profit de quelques multinationales, souvent domiciliées dans des paradis fiscaux. Il faut savoir que nous, la France, on est le 4e pays le plus consommateur de porno au monde en termes de consultations journalières. Les Français effectuent chaque mois un total de plus de 650 millions de visites sur l'ensemble des sites accessibles dans le monde. 7 Français sur 10 consulteraient mensuellement au moins une plateforme. C'est beaucoup à tel point que vous parlez d'une consommation massive, banalisée et toxique. Et cette consommation ne concerne pas que les adultes. 2 tiers des enfants de moins de 15 ans et 1 tiers des moins de 12 ans ont déjà été volontairement ou involontairement exposés à des images pornographique. Près un tiers des garçons de moins de 15 ans se rendent sur un site porno au moins une fois par mois. Tout ça en violation du code pénal qui incrimine le fait qu'un message à caractère pornographique soit vu par un mineur. Ouais, on va bien sûr longuement parler de ces chiffres qui sont assez alarmants. Mais d'abord, je voulais vous demander, Steve le rappelait, c'est la première fois dans l'histoire parlementaire que des parlementaires se penchent sur l'industrie pornographique. Pourquoi vous avez voulu travailler sur ce sujet, Laurence Cohen? Et comment vous expliquez que ça n'ait pas été fait avant? Écoutez, nous avons voulu travailler sur le sujet parce que vous avez vu qu'à la délégation aux droits des femmes au Sénat, on a beaucoup travaillé sur les violences faites aux femmes. Donc on a été alerté par des associations féministes et puis ça s'est passé à un moment donné aussi où il y a eu des affaires qui ont éclaté et des poursuites judiciaires. Donc il nous est apparu absolument important de faire ce travail. On y a réfléchi et nous sommes 4 co-rapporteurs et je dois 2 sensibilités politiques différentes, comme vous l'avez souligné, et on a trouvé très facilement un consensus, mais pas du tout un consensus mou, un consensus exigeant, parce que nous avons toutes considéré que ce sont des violences qui sont minimisées. Ça n'est pas du cinéma, les actes que l'on voit sont des actes qui ne sont pas simulés. Oui, on va évidemment en parler. Comment vous avez travaillé, Alexandra Borchio-Fontimp, tout au long de ces mois sur ce rapport? On a travaillé pendant un peu plus de 6 mois. On a auditionné toute la sphère, justement, importante pour nous, pour nourrir notre réflexion, que ce soit des chercheurs, des médecins, bien sûr des procureurs, des acteurs, des victimes aussi beaucoup. Donc voilà, on avait besoin d'entendre toutes les parties prenantes de cette industrie pour pouvoir faire un état des lieux, puisque le rapport, c'est ça, finalement, c'est de faire un état des lieux avec des recommandations qui, on l'espère, pourront aboutir justement sur une proposition de loi et faire évoluer justement la législation en la matière. Est-ce que vous vous attendiez à ce que vous avez découvert durant ces 6 mois de travaux? Écoutez, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai été vraiment particulièrement frappée par les témoignages des victimes, où d'ailleurs on a du mal à parler d'acteurs et d'actrices quand on entend les témoignages, parce qu'ils sont vraiment extrêmement poignants. Il y a des témoignages donc de viols, de violences psychologiques, de violences sexuelles. Il y a une considération de la femme comme étant une femme objet. Et ce que je veux souligner en tout cas, et ça apparaît dans notre rapport, c'est qu'on voit bien que on est face à un système qui fait partie des violences qui sont infligées aux femmes. Et on a pu constater vraiment une porosité entre la prostitution et la pornographie, et surtout souligner que c'est un marché extrêmement juteux, qu'il y a des milliards d'euros qui sont en jeu et qui sont cachés dans les paradis fiscaux, et que ceux qui produisent ou diffusent, pour beaucoup, se fichent pas mal des contenus, se fichent pas mal du vécu des femmes. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont toucher à la fin. Ce que vous dites dans votre rapport, le porno, c'est plus une affaire de sexe, c'est une affaire d'argent aujourd'hui, clairement. Ah bah écoutez, c'est ce qu'en tout cas on a vu, mais c'est une affaire d'argent, mais il y a des victimes qui sont majoritairement
majoritairement des femmes et qui sont vraiment en souffrance, et elles nous ont apporté des témoignages particulièrement poignants, puisque on a été à huis clos pour l'une des auditions, tellement c'était difficile. On va entendre un témoignage notamment d'une actrice tout à l'heure. Vous avez beaucoup travaillé sur la question des mineurs, vous plus particulièrement. Steve rappelait des chiffres qui sont assez alarmants sur le nombre de consultations, sur l'âge des consultations. Est-ce que là aussi vous attendiez à ça, ou vous avez été un peu concerné par ces chiffres sur les mineurs? Alors, c'est sûr que les chiffres viennent un peu appuyer une vérité. Alors, je suis mère de famille aussi avec des adolescents à la maison, on en parle. Donc, je sais qu'ils ont accès à tout ça tout simplement parce qu'ils ont un smartphone. Aujourd'hui, la plupart des enfants ont un smartphone à partir du CM2. Donc, nous faisons aussi des recommandations justement pour essayer peut-être que le contrôle parental soit installé par exemple par défaut dans un abonnement de téléphone. Je crois qu'il faut sensibiliser aussi via l'école, via les cours notamment de SVT. Lors d'un déplacement dans un collège d'Île-de-France, certains enseignants ont fait le choix pendant les cours d'éducation sexuelle aussi de sensibiliser les adolescents justement à la violence que peuvent perpétrer le visionnage de vidéos pornographiques. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment essayer de renforcer. Alors vous savez qu'il y a un article justement du code pénal qui est censé empêcher les sites internet de diffuser du contenu pornographique aux mineurs. C'est absolument pas respecté aujourd'hui. Mais vous le dites censé, c'est bien ça le problème. Exactement, donc la loi n'est pas appliquée. Donc je crois qu'aujourd'hui là aussi on fait des recommandations pour donner plus de moyens à l'Arcom, notamment aux agents, qui puissent sanctionner aussi les diffuseurs et puis mettre en place des outils concrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit juste de répondre à la question: avez-vous de plus de 18 ans pour accéder à du contenu? Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus tolérable qu'on accepte ce genre de situation. Donc, on propose des solutions. Il existe des outils, des reconnaissances faciales qui, à un an près, peuvent calculer l'âge du visiteur. Donc, des outils qui sont déjà disponibles et qui ont besoin aujourd'hui d'être mis en place pour protéger nos enfants. Qu'un adolescent, un psychologue nous disait qu'un adolescent qui, par curiosité, a besoin d'aller voir des images de pornographie, quelque part, c'est presque sain. Par contre, qu'il aille chercher des solutions, c'est là où le bât blesse, c'est là où il peut y avoir des conséquences psychologiques, une représentation de la sexualité très compliquée pour eux, avec des conséquences sur les enfants, mais aussi sur les adultes. Ouais, vous le disiez, Laurence Cohen, ce rapport insiste sur les principales victimes de cette industrie, ce sont les actrices, Steve. Oui, des femmes souvent précaires, souvent fragiles, qui sont utilisées comme des objets pour faire de l'argent. Le rapport montre très bien comment les violences sexuelles, physiques et verbales ne sont pas l'exception, mais bien la norme. Vous écrivez que ces violences revêtent un caractère systémique. 90% des scènes pornographiques comporteraient ainsi des violences envers les femmes. Le rapport parle même d'une machine à broyer les femmes, puisque la plupart du temps, une fois que ces vidéos sont mises en ligne, eh bien, elles ne sont jamais retirées, même quand une femme en demande explicitement le retrait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les producteurs poussent les femmes à signer des contrats de cession de droits à l'image illimités, et que si on leur demande d'enlever une vidéo, ils réclament entre 3 000 et 5 000 euros. C'est 10 fois plus que la rémunération obtenue pour tourner la scène en question. Des scènes qui sont décrites de manière parfois très crue dans ce rapport. Il y a beaucoup de témoignages de femmes qui disent souffrir au quotidien après avoir accepté de participer à un tournage. Elles ont été victimes de pratiques sexuelles non consenties, de violences physiques pouvant aller jusqu'au viol. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une exception, mais bien de la norme. Selon votre rapport, vous avez même cette phrase: la pornographie constitue aujourd'hui à l'évidence un élément important de la culture du viol dans notre société. Ouais, c'est une phrase forte, ça, Laurence Cohen. Il y a une culture du viol. Écoutez, c'est une phrase effectivement forte, parce que c'est ce qu'on a constaté, et on voit bien que, je le disais, c'est un système, on est dans un système patriarcal, et là ce sont les violences qui sont poussées à l'extrême. Et par rapport aux mineurs, puisqu'on a travaillé toutes les quatre sur l'ensemble du livre sans se consacrer à une partie plutôt qu'à une autre, mais vraiment on a abordé tous les sujets, et on constate par exemple que les mineurs qui consomment beaucoup de pornographie, eh bien pour eux, ça a aussi une banalisation de la prostitution des mineurs. Donc, il y a des corrélations. Et c'est pour ça que c'est très important, ce rapport, à la fois pour permettre qu'il n'y ait plus cette zone de non-droit, parce qu'on assiste effectivement à une zone de non-droit. Quand on dit oui, mais les mineurs, on vérifie. Non, on vérifie pas l'âge. On vérifie pas l'âge, puisqu'il suffit de cliquer qu'on a plus de 18 ans pour avoir accès à des images pornographiques
extrêmement violentes. Et je veux souligner également que le but du rapport, c'est de responsabiliser les producteurs, les diffuseurs, mais celles et ceux qui regardent. Parce que ce que nous ont dit un certain nombre de producteurs, de diffuseurs, c'est qu'il y a une demande, donc on répond à la demande. Et la demande, elle est de plus en plus sur ce qu'on appelle le gonzo, c'est-à-dire quelque chose de trash, de hard, et il faut beaucoup de violence. Et il y a une addiction à la pornographie. On a pu le constater par les témoignages de psychologues, de neuroscientifiques, etc. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire comprendre au grand public. Et ça veut dire qu'il y a aussi une responsabilité citoyenne. C'est aussi ça l'objet de votre rapport. Tout à fait. Que les gens qui regardent un film porno ne savent peut-être pas ce qui se cache derrière cette industrie. Et c'est aussi ça que vous avez voulu mettre en lumière pour alerter le citoyen ? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, vous savez, dans la prostitution, quand il y a eu la loi de 2016, on a responsabilisé aussi le client. Et donc, il y a eu tout un éventail au niveau de la loi. Donc, bien, au niveau de la pornographie, il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut qu'il y ait un débat qui soit mené de manière publique. Et je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est notre volonté, c'est qu'il y ait une suite à ces recommandations. Et nous allons d'ailleurs aller voir toutes les quatre la ministre Isabelle Rome pour lui présenter notre rapport. Et ça sera quand ça ? Vous avez déjà une date ? Écoutez, c'est rapidement ? Oui, très rapidement. Sur ce que disait sur la responsabilité, finalement, la responsabilité des spectateurs de ces vidéos porno, est-ce que vous diriez que c'est de la méconnaissance, c'est-à-dire on regarde une vidéo porno, on ne sait pas ce qui se cache derrière, ou c'est une forme de responsabilité ? C'est compliqué de répondre à cette question parce que je pense qu'on ne peut pas ignorer que ce qu'on voit en face de l'écran, c'est exactement la réalité. On se doute qu'il y a des coulisses. Donc après, je pense qu'aussi il y a un déni dans cette façon de consommer la pornographie. Et je pense que l'utilisateur n'a pas envie finalement de poser toutes ces questions-là. Notre rapport et le travail qu'on a voulu faire, c'est justement d'ouvrir les yeux. Et que toutes les parties prenantes de l'industrie pornographique aient connaissance des pratiques, de ce qui se passe. Voilà, c'est un état des lieux avec des recommandations qu'on formule qui sont là pour éclairer et pour essayer surtout de protéger. Je crois que le verbe qu'on utilise le plus dans ce rapport, c'est la protection des femmes qui sont victimes, avec le droit à l'oubli qu'elles ont droit aussi, et bien sûr la protection des enfants, des jeunes, des mineurs. Vous le disiez, vous avez auditionné évidemment des actrices porno. Pour ce rapport, on va écouter l'une d'entre elles, l'une de vos auditions, c'est Nikita Bellucci. Elle parle de ses conditions de travail. La scène qu'ils ont tournée avec moi m'a laissé l'amère saveur d'avoir été, un soir de 2012, la victime d'un abus de faiblesse et d'un non-respect évident de mon consentement. J'ai été la victime d'une façon de faire, d'une méthode de fabrication qui n'a rien à voir avec le métier qui est le mien, mais qui fait tâche avec l'industrie que je défends. Pire encore, ces gens sont les rejetons d'un système, d'une méthode de production qui n'a que faire des actrices, ou plutôt des amatrices, qui rêvent d'une carrière glamour à la Clara Morgan. Il n'existe aucun véritable statut, aucune légitimité, aucune existence légale pour les acteurs et les actrices qui œuvrent dans la pornographie en France. Si elles sont actrices, pourquoi n'y a-t-il pas de syndicats interprofessionnels pour défendre leurs intérêts ? Si elles sont actrices, pourquoi n'existe-t-il pas d'agences pour protéger les débutantes des mauvaises personnes ? Est-ce qu'il faut comprendre, Laurence Cohen, que ces actrices sont avant tout des victimes ? En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater au niveau du rapport, même si on a effectivement pu auditionner des actrices, des productrices qui essayent de faire ce qu'elles ont dénommé finalement une pornographie éthique. Mais moi, ça, c'est possible pour vous, après avoir travaillé 6 mois sur ce rapport, ça existe, la pornographie éthique ? Alors, ça, c'est infinitésimal. Par rapport à l'industrie pornographique. Et je pense que ça n'est pas possible en ce sens où il y a une demande. J'avais parlé d'addiction, il y a une demande de plus en plus forte sur des contenus qui sont des contenus violents, et donc éthique et pornographie, c'est complètement antagoniste. Mais ce qu'on a voulu faire également dans nos recommandations, c'est faire en sorte de créer au niveau des violences de la pornographie, un délit d'incitation à une infraction pénale. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités au niveau législatif de faire en sorte de stopper ces violences qui sont des violences extrêmes. On a entendu parmi les témoignages des jeunes femmes qui finalement répondaient à des petites annonces, mais qui, quand elles se trouvaient sur place, vivaient des choses qui sont inimaginables. Ouais. Et votre rapport, il interroge aussi beaucoup la notion de consentement.
On voit clairement que la notion de consentement n'existe pas en fait du tout et que rien n'est encadré. Nikita Bellucci, qui s'est exprimée tout à l'heure, elle défend justement toutes les femmes qui ont été victimes. Donc on se rend compte finalement qu'il n'y a pas de contrat, rien n'est stipulé dans le contrat. Et puis s'il devait être écrit quelque chose, une fois que la caméra est en route, la scène se déroule complètement différemment et que sous l'effet des projecteurs, et comme ce sont la plupart du temps des femmes vulnérables et précaires, elles subissent ce genre d'action. Donc, il y a une audition que vous ne pourrez pas montrer puisqu'elle a été à huis clos, où on a entendu des témoignages qui sont vraiment dramatiques. On est encore bouleversé de ce qu'on a pu entendre, des témoignages vraiment très forts. Des scènes de viol même Des scènes de viol, oui, bien sûr. Oui. Et même une jeune femme qui nous racontait qu'à midi, il leur servait à manger la même chose que le chien. Oui. Des témoignages vraiment qui sont bouleversants. Donc, je veux dire, notre rapport, il est juste. Il est juste en fait le reflet du travail qu'on a pu mener, de cette enquête finalement, grâce à ces auditions et ces témoignages, mais qui sont vraiment fidèles à ce qu'on a pu entendre. Donc on a essayé d'être le plus neutre possible, mais en tout cas on a essayé de faire ressortir ce qu'on a entendu. Et je crois que ce rapport était attendu parce que personne n'avait osé mettre la main dedans. Et je crois qu'aujourd'hui on a eu le courage de le faire aussi, pour le souligner. C'était un travail qui était passionnant. Maintenant on espère qu'une chose, c'est que justement il sert à mieux protéger ceux qui en sont les victimes. Et ce qu'on voit aussi dans votre rapport, c'est qu'il y a eu une forme de tournant avec le développement d'Internet, le développement des réseaux sociaux. Ça aussi, ça a changé beaucoup de choses dans l'industrie pornographique et ça a changé beaucoup de choses pour ces femmes. Oui, c'est ça. Il y a un tournant très important qui s'est opéré avec donc une recherche de contenu de plus en plus violent et qui se base sur le fait que les femmes finalement sont à disposition et elles peuvent subir les pires choses parce que finalement ce sont des fantasmes essentiellement masculins, donc les femmes sont traitées comme des objets et c'est très important de pouvoir le dénoncer, en discuter, travailler aussi à l'éducation au niveau de l'école. Donc on a parmi les recommandations insisté sur le fait qu'il fallait recruter des personnels pour travailler sur ces questions-là, pour mettre en garde, pour faire prendre conscience, parce qu'on a eu aussi, quand on est allé dans un établissement dans mon département, on a eu aussi des témoignages de jeunes filles qui nous disaient que, en fait, ce qu'ils voient dans des films pornographiques, pour eux, ça devient la norme. Et donc, la norme, c'est le garçon hyper viril qui impose des choses violentes et la fille qui subit. Et il n'y a pas du tout dans ces rapports-là d'égalité ni de droit au plaisir partagé. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important de le déconstruire au niveau de l'école. Normalement, il y a une éducation sexuelle et à la vie sexuelle et affective. Or, on le sait bien, et nous, au niveau de la délégation, on en est témoin. En réalité, c'est très peu pratiqué. Ça dépend des établissements. Il y a beaucoup d'inégalités. Donc, il faut qu'il y ait des moyens qui soient donnés au niveau de l'éducation nationale. Ouais. Ça se joue dès le plus jeune âge, finalement, Alexandra. Oui, je crois qu'il faut sensibiliser aux plus jeunes et qu'il faut arrêter d'en faire un sujet tabou, puisqu'aujourd'hui, les victimes, ce sont justement des écoliers, des collégiens. Donc, je crois que c'est aussi le rôle de l'école, parce que parfois, ce sont des sujets qui sont très difficiles d'aborder à la maison, mais les conséquences sont tellement importantes que je crois que ça vaut le coup quand même de sensibiliser les jeunes et de leur dire que se mettre en photo sur Instagram ou sur Snapchat à moitié dénudée, eh bien, il y a un risque et que cette photo, elle va rester toute leur vie derrière eux. Donc, je crois qu'il faut vraiment aborder le sujet, oser, pour essayer peut-être de déconstruire des stéréotypes, arrêter cette banalisation. Et voilà, le respect du corps aussi, c'est important d'en parler. Et je crois que les collégiens vivent ça sans trop pouvoir en parler et que créer des espaces de parole au sein d'établissements scolaires, à mon sens, comme on peut sensibiliser sur les stupéfiants et sur d'autres pratiques néfastes, je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder. C'est l'un des points aussi de notre rapport. Oui, Laurence Cohen, vous parliez tout à l'heure de cette porosité entre pornographie et prostitution. On va écouter un autre extrait de vos auditions. C'est Elvire Arrigui que vous avez auditionné, qui est la chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains. On l'écoute. La porosité entre le monde de la prostitution et celui de la pornographie est évidente. Vous l'avez largement d'ailleurs évoqué dans les travaux de votre table ronde dont j'ai pris connaissance. J'ajouterai simplement que mes enquêteurs, dans leur travail quotidien sur Internet pour démanteler des réseaux de proxénétisme,
tombe très régulièrement sur des annonces vantant l'expérience dans le domaine de la pornographie des prostituées. Il y a un acronyme bien connu de mes enquêteurs qui s'appelle PSE, Porn Star Experience, donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Laurence Cohen, la frontière entre pornographie et prostitution, elle est plus que ténue ? Oui, tout à fait. Et puis on peut faire aussi, on voit qu'il y a au niveau des recrutements cette porosité, et puis on peut faire un lien aussi avec ces réseaux. On a dit que c'était quand même producteurs, diffuseurs, etc. gagnaient énormément d'argent, que donc il y avait un intérêt financier. J'ai parlé de milliards. Donc on voit tout un réseau. Ça chiffre en combien l'industrie du porno aujourd'hui ? Plusieurs milliards. 8 milliards. Voilà. 8 milliards. Et donc, on voit bien que c'est rentable. Là, on parle de manière, c'est assez cynique de le dire comme ça. C'est pour ça que dans nos recommandations, on ne se contente pas de parler de choses, il faut tout ce qu'on a dit sur les débats, etc. Mais on essaye aussi de créer des mesures au niveau pénal pour pouvoir faire en sorte protéger les victimes. Et puis, par exemple, le retrait de contenus illicites. Quand il y a une demande d'une victime, il faut absolument que les vidéos soient retirées de manière gratuite, alors que ça a été souligné. Depuis 3 à 5 000 euros. Voilà, 3 à 5 000 euros. Or, c'est plus que ce qu'elles ont pu toucher. Donc, il y a des mesures de protection. Et puis, à un moment donné... Avec pas forcément de droit à l'oubli, en plus, même si elles payent. Et puis, il faut aussi faire en sorte que au niveau de l'Arcom, il y a des possibilités d'infliger des amendes, et des amendes qui soient absolument dissuasives. Et on a aussi demandé que au niveau de Pharos, il y ait... et la plateforme de signalement du ministère de l'Intérieur. Voilà, qui est la plateforme de signalement. Il y ait justement les violences sexuelles qui soient élargies au niveau de Pharos, qui aiderait à retirer les contenus et à tout de suite intervenir. Ce qui est fait d'ailleurs dans la lutte, à juste titre, dans la lutte contre le terrorisme. Et bien là, il faut le faire également concernant ces violences pornographiques. Ouais, on va en parler, Steve. Un point, parce qu'effectivement, les recommandations sont nombreuses. Un point sur les recommandations de ce rapport. 23. Ah, d'accord, il manquait 3. Parmi toutes ces recommandations, il y a des mesures qui visent à protéger, vous l'avez dit, les plus jeunes de ces contenus pornographiques. Vous demandez notamment à ce que l'Arcom, l'autorité publique de régulation de l'audiovisuel, soit assermentée afin que ces agents puissent eux-mêmes constater les infractions des sites accessibles aux mineurs. Vous suggérez également d'imposer aux sites porno l'affichage d'un écran noir tant que l'âge de l'internaute n'a pas été correctement vérifié. Autre type de recommandation, il concerne la protection des femmes. Le rapport penche pour la création d'un vrai droit à l'oubli en imposant aux plateformes de se plier gratuitement aux demandes de retrait de vidéos formulées par les personnes qui sont filmées. Et puis enfin des recommandations plus culturelles. Disons, le Sénat demande à ce que les parents soient mieux sensibilisés aux enjeux de la pornographie. Vous proposez de faire de la lutte contre les violences pornographiques une priorité de politique publique. Alexandra Burco-Fontan, évidemment, l'un des points de ce rapport, c'est la protection des mineurs. C'est évidemment une question clé. Steve l'a dit, il y a la question du blocage des sites notamment. Est-ce qu'on peut vraiment bloquer l'accès à ces sites, et notamment évidemment à des mineurs ? Et est-ce qu'il y a un problème de manque de coordination entre l'Arcom, qui est l'autorité de régulation, et ses fournisseurs de sites Internet ? Manifestement oui, puisqu'aujourd'hui, c'est pas possible pour eux de réussir à bloquer les sites. Donc je pense que ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il faut donner plus de moyens justement à l'Arcom pour qu'ils puissent avoir cette autorité qui permettrait donc de bloquer les sites. Donc au minimum, techniquement, c'est de faire un écran noir. On a vu que des chaînes de télévision, quand elles diffusaient des films pornographiques, elles avaient un système de cryptage. Donc pourquoi les sites Internet ne le feront pas ? Et puis nous, on a rencontré des entreprises qui proposaient, comme je vous disais tout à l'heure, des solutions techniques de reconnaissance faciale qui, à un an près, arrivent à mesurer l'âge de l'internaute, du visiteur du site. Donc voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, mais en tout cas, aujourd'hui, notre rapport, il est là aussi pour dire qu'il y a urgence et que la médiation que propose l'Arcom jusqu'à présent, alors que cet article du Code pénal et cette loi a été votée maintenant il y a 2 ans,
Voilà, on ne peut plus attendre, donc il est urgent d'agir aujourd'hui et d'essayer de protéger nos mineurs. Pourquoi la loi n'est pas appliquée? On l'a dit, il y a un article du Code pénal qui sanctionne théoriquement la diffusion de ces images vers les mineurs. Pourquoi c'est pas appliqué? C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? Je pense aujourd'hui que l'Arcom a encore des difficultés justement à saisir les sites internet. C'est pour ça qu'ils ont demandé une médiation, peut-être pour prendre le temps aussi. Nous, c'est ce qu'on dénonce. Donc je pense qu'il faut donner aussi plus de moyens, comme je le disais à l'Arcom, pour qu'ils puissent agir de manière concrète. Voilà, ce n'est plus acceptable aujourd'hui qu'un mineur puisse avoir accès en tapant dans un moteur de recherche n'importe quel mot à des contenus pornographiques mais très violents. Je pense que donc il y a les moyens à donner, mais il y a aussi une volonté politique. Et je crois aussi que la pornographie n'est pas appréhendée dans tout ce qu'on a révélé au niveau de notre rapport. Il y a une espèce d'imagerie un peu romantique ou je ne sais quoi, mais qui n'existe absolument pas, qui n'existe. Je ne sais pas si ça a déjà existé, mais en tout cas là, elle n'existe pas du tout. Et ce sont des contenus qui sont violents. Et plus les contenus sont violents, plus il y a une demande de celles et ceux qui regardent de contenus encore plus violents. Donc il y a une véritable escalade. Donc il faut une volonté politique pour faire cesser ces violences et donc il faut les encadrer. Et il y a des outils, nous en avons ajouté d'autres et donc maintenant, eh bien, il faut qu'on s'en empare. Justement, sur les outils, vous avez envisagé de sanctionner les consommateurs de porno? Non. Ça n'a jamais été discuté, c'est pas une mesure qui... On est, si vous voulez, pour l'instant, parce que c'est quand même un éventail important et un gros travail, pour l'instant, on est sur une sensibilisation, des avertissements, puisque on souhaite également qu'il y ait, non seulement, il y a l'histoire de l'écran noir par rapport aux mineurs, etc., mais pour le public, on va dire, adulte, il y ait des avertissements pour dire que ce sont des actes qui ne sont pas simulés et que ça peut ouvrir à des infractions pénales, etc. Donc, si vous voulez, sensibilisation, débat, éducation au niveau de l'école, alerte au niveau des parents qui ne sont pas tous obligatoirement au fait de ce qui se passe au niveau des smartphones, etc. Donc voilà, petit à petit, il faut qu'il y ait une progression de la prise de conscience et les choses, à mon avis, évolueront après. Et pour conclure, justement, puisque le but de votre rapport, vous l'avez dit, c'était d'alerter l'opinion publique, mais aussi le gouvernement, vous allez rencontrer la ministre dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement ? Des mesures concrètes du gouvernement et qui puissent se saisir, que dans le débat public, on puisse aborder la pornographie. On voit que depuis quelques années que les violences faites aux femmes ont été au cœur des politiques publiques, qu'elles soient mises en place un peu partout avec une certaine prise de conscience. On l'espère aujourd'hui qu'avec les violences sexuelles qui peuvent être perpétrées dans l'industrie pornographique, ça peut être aussi un sujet majeur auquel il faut s'atteler. Quand une actrice victime de violences sexuelles durant un tournage va déposer plainte, elle doit être prise au sérieux quand elle dépose plainte pour viol et que voilà, tout cet arsenal aujourd'hui doit être discuté, que ce soit dans l'espace familial. Donc on est là aussi pour alerter les parents, les pères de famille, justement sur l'usage méconnu de leurs enfants qui sont, eux, très, très alertés, très au fait de ce qui se passe. Et un dernier mot, Laurence Cohen, la bataille, elle se joue au niveau du gouvernement. Est-ce qu'elle se joue aussi au niveau européen ? Alors oui, justement, on a voulu évidemment travailler sur notre pays, mais il est extrêmement important d'avoir une collaboration au niveau européen et au niveau aussi international, parce que c'est juteux au niveau international. Et juste pour conclure, peut-être quand même rendre hommage aux 3 associations qui ont beaucoup travaillé, Oser le féminisme, le NI et les effrontés, parce qu'elles nous ont alerté aussi à un coup de chapeau au parquet de Paris, parce que c'est eux qui ont mené l'enquête. Donc c'est pour ça aussi que dans notre rapport, on demande des renforcements de moyens au niveau de la justice, au niveau de la police, des formations, etc. Parce que chapeau bas, quoi, ils ont fait quand même un travail important qui ont permis de mettre en lumière. Et bravo pour votre travail. Et j'invite tous ceux qui nous regardent à lire ce rapport qui est parfois glaçant, mais qui est riche en enseignements et qui alerte effectivement sur l'industrie du porno. Et on suivra évidemment avec vous les suites de ce rapport, suite donnée notamment par le gouvernement. Merci mesdames d'avoir été avec nous.